Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauli. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le départ du ministre de la Défense, Tchéma Hubert Coulibaly, et les défis qui attendent le nouveau ministre, c'est le double sujet que nous abordons dans le grand dialogue de ce lundi. Tchéma Hubert Coulibaly quitte son poste juste après l'attaque de Boni occupée durant des heures par les djihadistes. L'attaque de Boni aurait-elle été celle de trop? Quelles sont les véritables raisons du départ du ministre Coulibaly? Que peut-on dire de celui qui l'a remplacé? Pourra-t-il relever les défis sécuritaires qui attendent? Ce sont entre autres les questions que nous allons adresser à nos invités. Nos invités qui sont donc au nombre de 3 ici présents dans ce sujet, à commencer par le professeur Kissima Gakou qui est enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Il est spécialiste des questions de défense et de sécurité. Monsieur Gakou, bonsoir. Bonsoir. Nous avons 2 autres invités en ligne. Le premier c'est Alkeïdi Touré, il est député de l'URD, il est donc membre de l'opposition. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir. Nous avons enfin Ould Sidi Mohamed qui est lui aussi en ligne. Il est cette fois-ci député RPM, donc de la majorité. Monsieur Sidi Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, à la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. La nouvelle est tombée à la suite d'un conseil de défense. Avant de faire immédiatement le tour des rédactions, la nouvelle, c'est le départ de Tchéma Hubert Coulibaly, le ministre de la Défense. Quelles peuvent être les raisons de ce limoyage comme l'appel d'aucuns? Nous posons la question à Ould Sidi Mohamed, qui est député RPM en premier lieu. Monsieur Sidi Ould Mohamed. Bien, ici, vous avez en ligne, chers spectateurs, monsieur Mohamed Ould Sidi Mohamed, député élu à Gundam dans la région de Tombouctou, membre du groupe RPM, premier secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale du Mali. En effet, monsieur Tchéma Hubert Coulibaly, jusqu'au dernier conseil de défense, était ministre de la Défense et des anciens combattants. À mon avis, son départ s'explique seulement qu'il était en mission du gouvernement malien. Le président l'a remis en mission et comme tout bon malien et tout bon responsable, sa mission a pris fin. Moi, je ne vois pas comment on peut diaboliser le départ des ministres suite. C'est le président qui nomme les ministres et c'est lui qui met ça à leur fonction. Alors, nous allons donner la parole à Alkeïdi Touré qui est député URD, donc de l'opposition. Monsieur Alkeïdi, quelle lecture vous faites du départ du ministre Tchéma Hubert Coulibaly? Ok, merci beaucoup le studio Tamani de l'occasion que vous m'offrez encore une fois pour m'adresser aux auditeurs de toutes les radios partenaires du studio Tamani. Et je remercie mon grand frère qui vient tout juste d'intervenir, Ould Sidi Mohamed. Mais je crois que les raisons, on n'est pas dans le secret des dieux pour savoir les raisons qui ont fait que le ministre a été débarqué, parce que dans tous les cas, comme vient de le dire mon confrère, effectivement, il était en mission, il est parti. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est qu'au moment où il s'est adressé aux téléspectateurs par rapport à l'interrogation qu'on fait chaque mois sur l'action gouvernementale... Vous parlez du président de la République, là? Oui, non, lui, le ministre même. Hein? Le ministre lui-même, dans l'action gouvernementale, si vous l'avez suivi à la radio Mali, et il disait qu'il faisait un satisfecit de ce qu'il fait au niveau à la tête de ce ministère. Et il a même demandé que les gens le laissent tranquille. Pendant 20 ans, on n'a rien fait pour l'armée. C'est en ce moment qu'il quitte le gouvernement. C'est là l'interrogation. Donc moi, je ne connais pas les raisons. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il était à la tête d'un ministère aussi sensible. Un ministre sensible, pourquoi? C'est un ministère dont les actions sont écoutées. Tout le Mali dort avec des actions au niveau de ce ministère, parce qu'il s'agit de la sécurité du Mali, il s'agit de la sécurité des populations, que ce soit au nord, que ce soit au centre, que ce soit au sud. Aujourd'hui, c'est un ministre stratégique, donc c'est-à-dire c'est très sensible.
Et chaque fois qu'il y a des problèmes, quand on se lève, il s'agit de quelle action on va mettre. Parce qu'aujourd'hui, on est non seulement dans la crise sécuritaire au nord, mais on est en lutte contre le terrorisme. Donc, vous savez, le ministère de la Défense, ce que ça représente aujourd'hui pour les Maliens. Si un militaire est touché, si un civil est touché, parce que on pense immédiatement à l'armée. Donc, je ne sais pas, les raisons qui ont fait que les partis, on n'est pas dans le secret de Dieu, mais dans la seule chose que je sais, c'est que le président de la République, c'est lui qui a nommé un ministre. Bon, ensuite, il a fait quitter à un moment où lui-même il s'est satisfait de ce qu'il a fait. Ça veut dire que ça, quand même, ça pose interrogation. Mais le reste, je ne saurais me prononcer dessus. Alors, professeur Kissima Gakou, comment vous voyez le départ, le limogeage du ministre Hubert Tchema Coulibaly? Ben, je trouve, pour moi, c'est une situation normale. C'est-à-dire que dans le contexte malien, je ne considère pas le départ de Tchema comme un événement. C'est un ministre dans une conjoncture donnée que tous les Maliens peuvent voir chaque jour. Et les raisons subjectives et objectives qui peuvent avoir motivé ça, vraiment, je préfère laisser les commentateurs en dire ce qu'ils pensent. Pour ma part, c'est un épiphénomène, c'est pas quelque chose d'important. Voilà. Alors, nous rejoignons à présent Al-Kedi, disons Mohamed Ould Sidi Mohamed, qui est donc député RPM. Alors, Monsieur Mohamed Ould Sidi Mohamed, il y a des gens quand même qui se posent cette question, en fait. Beaucoup se la posent d'ailleurs. La série d'attaques de ces dernières semaines au centre du pays n'aurait-elle pas eu raison du ministre Coulibaly? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, non, moi je pense que le ministre Coulibaly, quand vous prenez un ministre, il est quand même là. Il applique la politique du chef de l'État en matière de défense et de sécurité. Donc, il est à Bamako ici. Il ne peut pas être responsable. Il y a des chefs d'état-major, il y a beaucoup d'autres chefs de services militaires qui sont plutôt sur le terrain, autres que lui. Donc, je ne pense pas que les gens, ils aiment bien lier les actions, quoi. C'est des coïncidences. Et moi, je pense que M. Hubert, il est un des ministres qui a une longue vie au gouvernement du Mali, parce qu'il a servi et la transition et le gouvernement actuel. Bon, toute mission a une fin. Donc je ne pense pas que ce soit les raisons fondamentales de son départ du gouvernement. Ce que le président a jugé est qu'il n'est plus à hauteur de mission. Et il l'a remercié et beaucoup d'autres ministres ont été remerciés le 7 juillet dernier. Donc c'est donc la suite logique de vraiment le président, il est indépendant dans ses nominations gouvernementales. C'est lui seul qui a la pesanteur des actes que les ministres font. Et nous, on n'est vraiment pas dans le secret de pourquoi, mais je suppose que vraiment c'est une mission qui a commencé et qui doit prendre fin, comme la vie, toute vie a une fin. Et je vous remercie. Al-Kedi Touré, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le départ du ministre Tchema Hubert Coulibaly, juste après l'attaque de Boni, serait-il donc une simple coïncidence? Bon, ça peut être une simple coïncidence, ça peut être une raison, ça peut être le problème de Nampala, ça peut être la stratégie. Parce que moi, là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas, parce que je ne suis pas d'accord quand même que la seule interrogation la plus importante pour moi, c'est que je l'ai écouté en train de parler par rapport à l'armée, par rapport à une satisfaction de l'action d'un ministre. Si l'action d'un ministre au sein des ministères se trouve une action absolument salutaire, je ne crois pas que ce soit le moment de le faire débarquer. Ça, quand même, c'est la première interrogation. La seconde interrogation est que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on est à la tête des ministères, quand on est ministre de la République du Mali, il faut que les gens acceptent d'être critiqués. Être critiqué ne veut pas dire qu'on ne veut pas de vous ou autre chose, mais il faut qu'on vous critique. On vous critique parce que quand tous les jours des militaires meurent, quand tous les jours des civils meurent, mais ce n'est qu'un problème de stratégie. Et justement parce que quelqu'un a donné son point de vue sur la stratégie de l'armée, il s'est mis dans tous ses états. Ça, ce n'est pas normal. Je crois que dans la vie, là, il faudrait que nous acceptions que nous sommes dans un pays, que nous sommes des frères, et que tout ce qui se fait, c'est pour le bien-être des Maliens. Et chacun a le droit de dire son mot, quitte à ce que vous l'acceptez, que vous refusez. Mais on ne peut pas être responsable à plus haut niveau et qu'on n'accepte pas les critiques. Les critiques font partie de la perfection, car l'homme veut se perfectionner.
Moi, dans tous les cas, moi, je ne connais pas une stratégie militaire. Mais ce qui est sûr, en tout cas, il y a une chose que nous ne comprenons pas. Parce que moi, je dis, dès l'instant qu'il y a un poste, prenons le poste de Nampala. Le poste de Nampala, on a dit ils étaient informés qu'il y avait des menaces. On n'a pris aucune disposition jusqu'à ce qu'on est venu attaquer le camp. Ça, c'est quand même des fautes. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est des fautes. Et je dis que là où se trouve un poste de sécurité, le minimum qu'on mette des hommes qui puissent d'abord, sécuriser leur propre, se sécuriser eux-mêmes, ensuite pouvoir sécuriser les populations. Quelqu'un qui ne peut pas se sécuriser lui-même, il va sécuriser qui? Je dis que donc la stratégie, pour moi, un point de vue, moi je ne suis pas un stratège militaire, mais je dis que là où on met un poste de sécurité, qu'on mette les hommes qu'il faut, qu'ils mettent le matériel qu'il faut, quitte à ce qu'au moins là où il n'y a pas de sécurité, ceux-ci-là peuvent être, ce n'est pas les abandonner. Monsieur Touré, nous vous retrouverons dans un instant, le temps de retrouver vous ici présent dans ce studio, professeur Kessima Gakou. Vous l'avez dit, le départ d'un ministre, c'est un non-événement. Mais dites, est-ce que son départ n'a pas quelque chose à voir avec quand même ces attaques qui se sont multipliées ces derniers temps, non? Bon, on peut comprendre les gens qui sont tentés de les rapprocher, parce qu'en réalité, ils sont proches. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a eu beaucoup d'autres situations bien avant aujourd'hui. Et avec un peu de recul, on peut avoir un peu de lecture. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que par rapport à la lecture qu'on peut faire de l'ensemble de ces situations qui sont parfois inadmissibles, est-ce que la responsabilité entière incombe à Tchema? C'est point d'interrogation. Ce qu'on a vu, c'est qu'il a été démis de ses fonctions au lendemain ou même au lendemain d'une attaque comme les autres, des attaques qui sont difficiles à justifier. Mais personne, comme disait l'autre, n'a la boule de cristal pour vous dire ce qui a pesé dans la balance de son mandataire, qui est le président de la République. Parce que c'est eux qui se connaissent entre eux. Voilà. S'ils se remercient, bon, nous on observe et puis ça continue. Voilà. Studio Tamani, on se retrouve pour la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le limogeage du ministre de la Défense Tchema Hubert Coulibaly et les défis qui attendent les forces armées, les forces de sécurité maliennes, c'est donc le sujet que nous abordons dans le grand dialogue de ce lundi. Alors, nous l'avons dit, Tchema Hubert n'est plus donc ministre de la Défense. Il a été relevé juste après une attaque qui a suivi d'autres. Y a-t-il un lien? La question reste posée. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été remplacé et son remplaçant, c'est un ministre, c'est le ministre qui avait donc en charge la décentralisation. Alors, nous allons poser la question à M. Mohamed Ould Sidi Mohamed, qui est donc député RPM. Alors, ce nouveau ministre de la Défense, comment le voyez-vous? Est-ce qu'il est à mesure d'aider à faire face aux défis qui s'imposent aujourd'hui à l'armée malienne, aux forces armées maliennes? Bien, merci beaucoup. Donc moi je pense que le nouveau ministre, M. Abdoulaye Idrissa Menga, qui était au département de l'administration territoriale, et qu'on vient de nommer ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est un homme que je connais parfaitement, il est à la hauteur des missions, et c'est un homme qui a de l'autorité. Donc nous pensons qu'il va pouvoir, en tout cas, relever les défis. Et c'est un homme aussi qui est imprégné de beaucoup de justice et un homme aussi reconnu très honnête. Donc je pense que nous ne pouvons que lui souhaiter un bon vent. Et nous pensons que le président aujourd'hui de la République du Mali, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, connaît parfaitement tous les cadres et connaît parfaitement l'équipe gouvernementale qu'il a en place. Donc si son choix a été porté sur Abdoulaye, c'est en raison certainement de qualité d'homme honnête et d'autorité que le choix a été porté sur sa personne. Alors, nous allons aller du côté d'Al-Kaïdi Touré, qui est député URD, donc membre de l'opposition. Monsieur Al-Kaïdi Touré, qu'est-ce que vous pensez de la nomination d'Abdoulaye Idrissa Maïga, précédemment ministre de l'administration territoriale, au poste de ministre de la Défense?
Ok, merci beaucoup. Donc, je lui adresse toutes mes félicitations, tous mes encouragements. Et je suis entièrement d'accord avec l'analyse qu'a faite tout à l'heure mon collègue, parce que c'est un homme d'autorité. Parce que le problème au niveau de l'armée aussi, c'est un problème de discipline. Il y a la discipline qui manque au niveau de l'armée. On ne peut pas construire une armée sans discipline. Ça aussi, c'est le problème. L'un des mots de l'armée aujourd'hui, c'est le problème de discipline. Donc, moi, je crois qu'Abdoulaye Idrissa, comme il l'a dit, il a de l'autorité. Mais j'ai dit, avoir de l'autorité, peut-être au niveau des ministères, au niveau de la défense, ce n'est pas la même chose. Je crois que dans tous les cas, le poste du ministère de la défense, c'est un poste difficile à gérer. Parce qu'un civil, pour gérer des militaires, bon, ce n'est pas toujours facile. Monsieur Touré, est-ce que vous pensez que peut-être dans le contexte actuel, vous pensez qu'il serait mieux de songer à un militaire à ses postes? C'est votre avis? Non, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire le problème de machine, de militaire ou de pas militaire. On peut amener un militaire que personne n'aime. Parce que le problème, il faudrait qu'on comprenne les problèmes de l'armée. Le problème de l'armée, c'est un problème de discipline. Le problème de l'armée, c'est un problème de moyens. Le problème de l'armée, c'est un problème de leader. Parce que c'est ça le problème. Il faudrait accepter aujourd'hui que les choses changent. Que tout ce qui doit aller à l'armée aille à l'armée. Et que ceux qui sont sur des théâtres, des opérations, soient quand même les premiers servis. Il faudrait qu'on pense à ces gens. Parce que moi, je leur ai dit que le problème de l'armée, ce n'est pas de dire tous les jours que les militaires ont fui, les militaires n'ont pas fui. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce niveau. Le problème est que les gens, le recrutement pose problème. Parce que ceux qui partent dans l'armée, c'est des gens qui doivent avoir l'amour du métier d'armes. Ce n'est pas des gens qui doivent y aller parce qu'il n'y a pas autre chose à choisir. Non. Il faudrait que les gens aiment l'armée, qu'ils aiment le drapeau. Et qu'on s'occupe d'eux. On s'occupe d'eux veut dire quoi? Quelqu'un qui a choisi d'être militaire, il a choisi d'aller mourir. Quand vous partez en guerre, ce n'est pas votre âme qui est importante pour vous. C'est qu'est-ce qui va advenir de ceux qui vont rester après vous, votre famille, vos enfants, l'éducation de vos enfants, l'entretien de votre famille. Et ça pose un problème. Et quand les militaires sont blessés, comment il faut faire pour qu'on puisse les prendre entièrement? Bon, chaque fois on démarre, il y a ça. Mais je dis que s'il y a un seul cas qui existe, ça ne doit pas exister. L'État ne doit pas être, il n'est pas au-dessus des possibilités de l'État d'entretenir, de machine de soigner des malades de l'armée. Voilà tous les problèmes. Et un homme qui vient au niveau de l'armée, qu'il soit militaire, qu'il soit civil, dès l'instant qu'il a pu trouver une solution à toutes ces équations. Et les hommes, il faut les manager. Les hommes, il faut les comprendre. Quand ils ont des problèmes, il faut les écouter. C'est ce qui manque. Quand quelqu'un vient à la tête, ici au niveau de nos institutions, la personne croit qu'en dehors de lui, il n'y a personne, il n'écoute personne. Ce n'est pas comme ça. Il faut écouter les gens, il faut s'occuper des gens, il faudrait prendre en compte leurs préoccupations, leur bien-être, c'est ça le plus important. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dès l'instant que toutes ces équations sont résolues. Je vous le jure, qu'ils soient civils ou militaires, ils trouveront la solution. Je crois que vous avez été suffisamment compris, professeur Kessima Gakou, votre avis à présent. Bon, j'ai écouté les deux intervenants. Bon, c'est clair qu'il y a des dysfonctionnements au sein de l'institution militaire. On pourrait en parler longuement, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Vous avez dit qu'il y a eu un nouveau qui est venu, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale. On peut lui souhaiter bon vent, mais pour moi, rien n'est gagné à l'avance parce que, contrairement à ce que j'ai entendu, l'autorité, je ne sais pas de quelle autorité il parle, parce que l'armée, quand elle fonctionne bien, l'autorité est automatique. On n'a pas besoin d'un homme fort qui vienne mettre les gens à genoux parce qu'il a de l'autorité, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Alors, vu sous cet angle-là, moi, je pense que les défis sont ailleurs. C'est-à-dire que c'est à l'aune de ces défis qu'on peut réellement, objectivement, dire que X ou Y est en capacité. Et au-delà de ça, pour moi, il est difficile de m'avancer. D'autant bien que les défis sont connus, on peut les énumérer. Mais encore une fois, le drame, c'est de mettre des gens au ministère de la Défense qui n'en ont pas l'expertise.
c'est pas un fauteuil politicien, non, c'est pas possible. Si vous faites ça, vous ne ferez pas d'armée. Hein? Je pense que vous arriverez à ça à un moment donné. La conduite des forces armées, c'est pas du tout la même chose que la conduite de l'enseignement supérieur. Il faut que ça soit clair, ni d'un autre département. Parce que c'est par ce côté que l'attribut régalien le plus important de l'État est en jeu. Donc moi, je ne peux pas donner de permis à ce monsieur qui arrive. On va le regarder et puis si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, on le fera savoir. Merci. Mohamed Ould Sidi Mohamed du RPM, selon vous, quels sont les défis majeurs auxquels l'armée malienne fait face aujourd'hui? Bon, moi je pense que notre armée elle est en train d'être restructurée, et elle est en train de se regarder avec la dernière loi de programmation militaire qui a été votée à l'Assemblée. Suffisamment de moyens seront mis à leur disposition et je pense que vraiment elle va bientôt relever le défi. C'est une question seulement d'organisation. Et sinon, les moyens, on vient de les voter à l'Assemblée, ils seront mis à leur disposition. Et je pense qu'elle va être restructurée. C'est une armée qui est en restructuration et je pense qu'elle va relever le défi. Les gens seulement sont pressés. Et puis, quand les gens sont pressés, ils attendent beaucoup d'aide. Dites-nous, Monsieur Sidi Mohamed, vous dites que les gens sont pressés, vous dites maintenant qu'il y aura bientôt des moyens militaires. Est-ce que cela n'en a pas un peu trop traîné quand même, hein? Parce que je crois que le pays est dans une situation telle qu'on aurait... Moi, je ne connais pas très bien comment la chose s'exécute au niveau du département, mais je sais quand même que la loi de programmation militaire c'est pour 5 ans. Et à ce que je sache, on m'a dit qu'elle est en bonne voie. Maintenant, moi, je ne suis pas de la commission de défense, au niveau de laquelle les ministres de la Défense et de la Sécurité viennent souvent donner des explications. Moi, mais je sais que d'un moyen général, l'Assemblée a accepté toute la loi de programmation militaire uniquement à cause des problèmes d'insécurité qui se trouvent au nord en Cuba et de la présence de ces djihadistes qui sont en train de porter les populations au nord. Maintenant, nous retrouvons Al-Kaïdi Touré, député UR2. Monsieur Touré, nous venons donc d'entendre Mohamed Ould Sidi Mohamed, qui est donc député RPM. Selon lui, les nouvelles en provenance de l'Assemblée nationale concernant les militaires, concernant la défense, les nouvelles sont bonnes. Vous le sentez? C'est votre avis, à vous aussi? Nous, on a voté la loi sur la programmation militaire. Ça ne veut pas dire que les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles, pour moi, ne sont jamais bonnes. Parce que chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau de l'armée, on évoque toujours le problème de moyens. La loi de programmation... Puisqu'il s'agit de mettre les moyens maintenant à disposition, c'est ce qui a été dit, non? Est-ce que les moyens sont mis? Il ne s'agit pas de faire des déclarations d'intention. On a fait la loi de programmation pour qu'aujourd'hui, quand même, les militaires soient dans des conditions. C'est pour ça qu'on a voté la loi de programmation militaire à l'unanimité des députés présents à l'Assemblée nationale. Donc la question n'est pas là. Et chaque fois qu'il y a un problème au niveau de l'armée, c'est un problème de moyens. Et les moyens, il y a les moyens arriérés qui manquent. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Les renseignements, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que l'armée a des canaux de renseignement efficaces? Parce que sans renseignement, on ne peut pas faire de la guerre. Sans renseignement, on ne peut pas faire de la guerre. Et le problème de l'armée, ce n'est non seulement les problèmes de moyens, mais l'armée aussi, aujourd'hui, elle est pratiquement en prison dans son propre pays. Au nord, l'armée est en prison. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. C'est pas possible. On ne peut pas demander à une armée de défendre ses populations alors qu'une communauté internationale et des partenaires qui sont venus nous aider nous empêchent de faire, ou au moins de mettre des stratégies en place pour défendre les populations civiles. Elles-mêmes, les forces internationales ne défendent pas. L'armée ne défend pas parce que l'armée est emprisonnée. Je crois qu'aujourd'hui, un problème de moyens, ce n'est pas dans les intentions. Il faudrait qu'on quitte ces problèmes d'intention, qu'aujourd'hui, qu'on mette l'armée dans les conditions, qu'on fasse des recrutements à la hauteur, des recrutements
impartiaux. C'est ça le problème de l'armée aujourd'hui et que la discipline revient enfin dans l'armée. Maintenant, par rapport à ce que l'autre intervenant dit, je dis non, on n'a jamais dit, on n'a pas donné carte blanche au ministre. On dit qu'il a de l'autorité. Et de l'autorité ne veut pas dire qu'il va venir faire ce qu'il veut au niveau de l'armée. Non, je dis que ce soit un civil, que ce soit un militaire. Chaque fois qu'on pose toutes les équations, donc les équations qui constituent les problèmes de l'armée, on va trouver la solution, qu'on soit civil ou militaire. Et je dis que dans ces équations, d'abord, il faut écouter, il faut recenser les problèmes. Et il faut absolument que vous soyez un manager. Il faudrait que vous puissiez... Monsieur Touré, nous allons retourner à vous dans un instant. Maintenant, je sens quand même que le professeur Kissima Gakou a envie de réagir. Monsieur Gakou. Oui, j'entends parler de loi de programmation militaire. Ça, c'est un programme. La loi de programmation militaire, en elle-même, ça ne fait pas le boulot. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se comprenne. Les grandes questions pour savoir si les défis sont relevés, c'est de se demander est-ce que l'armée malienne telle qu'elle est aujourd'hui remplit les grandes fonctions qui sont les siennes. Et ces grandes fonctions sont connues. Et si elle les remplit, avec quelle capacité elle les remplit? Si elle ne les remplit pas, que faut-il faire pour que cela soit? Et ça va appeler des concepts très techniques sur lesquels je ne vais pas venir ici. On parlera tantôt de concept d'emploi de force. Encore qu'il faudrait savoir quel type d'armée il faut pour notre pays. Tout ça sont des éléments qui sont dans la loi de programmation militaire, qui n'est pas seulement une loi de financement. C'est une loi de montée en puissance globale de l'armée. C'est-à-dire, elle va avoir des aptitudes, elle va avoir des équipements et elle va progresser dans le temps et dans l'espace pour, au finish, remplir la totalité des missions qui lui sont dévolues. Et c'est là, c'est un travail très très important que les néophytes ne peuvent pas faire. Il faut être clair là-dessus. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt d'expertise. Vous savez très bien que le ministre de la Défense, un ministre de la Défense, il doit donner des instructions à l'armée, normalement. Ces instructions peuvent venir du président de la République, mais si le ministre ne sait pas comment formuler ces instructions, eh bien, l'armée ne pourra pas les exécuter correctement parce qu'une armée ne se met pas elle-même en mission. Voilà ce que je voulais dire. Si c'est nécessaire au cours du débat, on peut mettre les éléments techniques à l'appréciation des gens. Je crois que nous aurons l'occasion de le faire. Pour l'instant, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Les défis auxquels l'armée malienne fait face aujourd'hui, nous avons entendu les uns et les autres autour de cette table se prononcer là-dessus. On a parlé de moyens. Effectivement, le problème des moyens, je pense qu'il est indéniable. Mais je crois quand même qu'il y a un autre aspect qui est là. Cet aspect, c'est la formation. Que peut-on dire au sujet de la formation des militaires maliens? Je pose la question en premier lieu à vous, Mohamed Ould Sidi Mohamed, député RPM. Bon, moi je pense que la formation au niveau des militaires maliens, il y a beaucoup de centres. Chaque fois qu'on recrute des contingents, on les forme. On les forme dans plusieurs temps, pendant au moins 2 années. Ensuite, le pays aussi, avec les partenaires techniques, nous avons ici les gens de la MINUSMA, de Berkane, les ISM. Il y a aussi maintenant des bataillons spécialisés dans le secours rapide. Dès qu'il y a une attaque quelque part ou bien les gens sont signalés, ils sont automatiquement sur le terrain. Donc nous pensons que l'armée elle est en train d'être formée et petit à petit. Elle va être bientôt à la hauteur. Je pense qu'en tout cas de tous les discours que j'entends des grands chefs d'état-major qui ont été nommés récemment, on a à la tête des grands états-majors, celui de la garde, de la gendarmerie, de l'armée. Je pense que
la restructuration et la formation sont en cours. Maintenant, il faut savoir que les militaires ils sont un peu nombreux, souvent. La formation aussi n'est pas aussi facile. Surtout, il faut beaucoup de pratique. Je pense que maintenant, c'est sur le terrain qu'il doit être formé. Merci. Al-Qaïd Touré, vous croyez que les soldats maliens, les militaires maliens sont de mieux en mieux formés? Bon, d'après ce que nous disons, parce que nous ne sommes pas des spécialistes, il y a des spécialistes en la matière dont le travail c'est la formation militaire. Si ces spécialistes à qui nous avons confiance, à qui les autorités ont eu confiance, disent que la formation elle se passe très bien, moi je crois que ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Il y a quand même eu beaucoup de séances de formation avec les partenaires, l'Union européenne, l'aménagement, etc. Ça doit avoir un effet. Dans tous les cas, à ce niveau, même ceux-là qui ont envoyé ces formateurs ici, qui sont des mêmes nationalités que ces formateurs, à quelque part disent que la formation n'est pas à hauteur de souhait. Mais dans tous les cas, moi, je ne rentre pas dans ça parce que ce n'est pas ma spécialité, donc je ne peux pas savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. La seule chose que je sais, c'est que quand on forme des gens qui ne sont pas prédisposés à une quelconque, la formation ne servira absolument à rien. Et à ce niveau, j'ai dit, au niveau du recrutement d'abord, il faut qu'il y ait des gens aptes à exercer ce métier et qui ont l'amour de ce métier, qui ont l'amour de la défense de la patrie. Il ne faudrait simplement pas qu'on nous amène des formateurs pour tout simplement nous dire que parce que nous sommes des lois, nous respectons pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, à tous les niveaux du monde, là où il y a une guerre, il y a des bavures, à quelques niveaux, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, il y a toujours des bavures. Ce n'est pas à ce niveau que le problème se forme, mais nous, la formation qu'on nous dit seulement droits de l'homme, comme si nous étions encore à l'état sauvage et que nous faisons piquer des gens et que nous ne respectons rien. Ce n'est pas ça la formation. Nous avons besoin des gens qui sont formés, à qui on donne une éducation, à qui on enseigne la discipline. Parce que je dis que sans discipline, il n'y a pas d'armée. Sans discipline, il n'y a pas d'armée. Donc moi, je ne peux pas donner un état critique, n'étant pas spécialiste, mais ce qui est certain, c'est les mêmes gens qui ont toujours des défaillances au niveau sur le terrain, qui sont formés dans les études dont on vante tant et la qualité de la formation. Donc je crois qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il faudra seulement qu'on revienne aux fondamentaux. Une armée, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours qu'elle se construit. Ce n'est pas, on n'improvise pas. Je crois qu'absolument, il faut que les méthodes changent. Il faut que les gens changent. Il faut que les mentalités changent. C'est ça la bonne formation. Professeur Kissimagakou. Oui, il faut bien que les gens changent. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais cela dit, ce qui est fondamental pour une armée, et même pour son existence tout simplement, c'est que chaque armée, une armée digne de ce nom, évolue dans un cycle à 4 temps. C'est-à-dire, premier trimestre, tout le monde est dans la préparation opérationnelle. Personne ne reste en dehors des entraînements. Deuxième trimestre, ils sont projetés. Troisième trimestre, ils sont engagés. Et quatrième trimestre, ils sont désengagés et ils reviennent. C'est comme ça, normalement, qu'on entretient une armée. Toute armée qui n'est pas comme ça, ça pose problème. Maintenant, parlant de la formation, j'ai entendu des allusions qui sont plutôt faites à des assistances qui ont été portées à l'armée malienne par des missions européennes ou onusiennes. Bon, vous savez, ces choses-là ne peuvent être que des appoints. Ils n'ont pas vocation à venir former le militaire malien qui correspond aux standards de la politique de défense du Mali. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent même pas la politique de défense du Mali. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas vous dire quel est le type d'armée dont le Mali a besoin. Car cela relève de la haute appréciation des autorités maliennes, éclairées en cela par leurs techniciens. Ensuite, chaque armée a, comme j'ai dit, le concept d'emploi des forces. Par exemple, un exemple simple, prenons par exemple la France. La France, la politique de la France, c'est quoi? C'est simplement la dissuasion. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'elle est un petit pays,
un petit pays, mais avec une grande ambition, parce qu'elle veut être une puissance. Donc elle s'est dotée de l'arme nucléaire et elle a bâti son concept de défense sur la dissuasion. Ça veut dire quoi? Moi, je n'attaque personne, mais tout le monde sait que s'il m'attaque avec l'arsenal que j'ai, je ferai suffisamment de mal pour que cette attaque n'ait pas lieu. Donc ça, c'est le contexte français. Mais on ne peut pas mener un truc comme ça au Mali. Nous avons des problèmes sous nos pieds ici, avec des terroristes qu'on nous fabrique, qu'on prend parmi nous. Je pense que nos politiques de défense doivent foncièrement s'inspirer de nos réalités et qu'à partir de là, nos techniciens s'approprient nos réalités et déterminent les concepts qui peuvent être les nôtres pour la défense de notre territoire. Et moi, je pense que dans cette démarche, c'est vrai que par le passé, les recrutements et autres qu'on a eu, et même beaucoup de situations désagréables qui sont survenues du fait d'intégration mal réussie, etc., sont du passé, mais doivent être retenues comme des leçons pour avancer. On ne peut pas continuer à regarder le passé et vouloir continuer, ça ne marche pas. C'est sûr que le point de cela doit être fait, et puis les leçons doivent être tirées pour faire face à l'avenir. Je pense qu'à ce stade-là, c'est ce que je peux vous dire. Parce que, encore une fois, une armée, c'est pas de la blague. Vous avez plusieurs corps d'armée. Vous avez l'armée des terres, vous avez l'armée de l'air, vous avez le génie militaire, vous avez les transmissions. Chaque armée a un contrat opérationnel. Ça veut dire que chacune de ces armées doit dire exactement quel est son rôle dans la défense du territoire, dans un temps et dans un espace donné. C'est ça le contrat opérationnel. Et c'est sur cette base que l'ensemble du montage se fait. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on conçoit, on fabrique, on fait une armée digne de ce nom. Les contrats opérationnels des uns et des autres, en fin de compte, doivent aboutir à une mécanique générale d'une seule armée unitaire qui agit dans un seul sens et dont les axes d'effort sont partagés à travers les différentes composantes inter-armes qui la composent. Par souci d'efficacité, est-ce qu'il n'est pas également important qu'on veille sur la procédure de recrutement des militaires au Mali? Cette question, je la pose en premier lieu à vous, Ould Sidi Mohamed du RPM. Bon, effectivement, je pense qu'on doit un peu quand même moraliser le recrutement, parce que très souvent, beaucoup de gens, de jeunes gens qui ont beaucoup de diplômes, et avec du chômage, maintenant, ils pensent que l'armée est un lieu où il faut avoir du travail. Alors, il faut vraiment qu'ils prennent désormais, à mon avis, des gens aptes et qui sont prêts, qui ont le courage de mourir et de combattre, au lieu de prendre les jeunes gens qui ont certains diplômes et qui ne sont pas prêts à mourir, parce que il y a un peu la motivation. Donc vraiment, il faut que le recrutement soit un peu sérieux et qu'on prenne des gens volontaires et qui sont aptes et qui sont prêts maintenant vraiment à combattre, parce que quand même, ce n'est pas un lieu où on va pour travailler. C'est un lieu où quand il y a la guerre, tu dois mourir. Tu peux mourir comme tu peux vivre. Donc c'est un peu, il y a lieu de voir un peu la volonté des gens. Moi, je dirais même qu'à très anciennement, les premières armées de l'indépendance, on avait des gens qu'on recrutait à l'époque, c'était des gens très courageux, qui avaient la volonté du métier et qui acceptaient de mourir. Bon, maintenant, avec les universités, les écoles qui produisent beaucoup d'enfants qui sont en train de chômer dans les familles, bon, les enfants sont obligés d'aller se faire recruter pour avoir au moins un boulot, mais très souvent, ils n'ont pas la volonté de mourir. Or, quand on va dans l'armée, on signe son acte de décès, comme on peut signer aussi son acte de décès. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'il faut un peu réviser les critères de recrutement dans tous ces corps-là de l'armée. Je vous remercie. Ok, Touré. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec son analyse. Mais je vais vous dire, notre problème, c'est qu'au niveau, l'avancement, ça pose problème. Les gens n'avancent pas parce qu'ils ont des qualités et des compétences.
mais on avance parce qu'on a des bras longs, comme on l'a dit. C'est tout ça qui doit changer, absolument. Et les gens qui viennent, comme je vous l'ai dit, ils ne viennent pas par amour, ils viennent parce que et tous ceux qui sont viennent, c'est des machins, des fils, des grands officiers, et qui ne veulent pas que leurs enfants aillent mourir. Ils viennent commander des gens, ils n'ont pas le sens de commandement, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la technicité, mais malheureusement, ils doivent diriger ces gens, et ceux qui sont compétents, ils sont mis à l'écart. Mais quand la récompense, ce n'est pas le mérite. Mais dans une armée, l'armée n'est pas autre chose. Il y a des corps de métier dans lesquels la compétence est la seule référence. On ne peut pas y être autrement. La probité, il ne peut pas y être autrement. Donc tant que ce n'est pas comme ça ne va pas marcher. Et malheureusement, vous savez non seulement les conditions dans lesquelles les gens sont recrutés, vous savez les conditions dans lesquelles les gens avancent. Est-ce qu'on peut continuer à gérer un pays comme ça? Ça ne peut pas aller, ça ne va pas de l'avant. Et ils ne peuvent pas, ils se soumettent à rien parce que c'est des fils de papa. Quand on leur parle, ils disent non, parce que son père c'est un général, on ne doit pas lui parler. Non, on ne doit pas lui former. Non, Monsieur Touré, merci Monsieur Touré. Nous retournons dans ce studio, nous donnons la parole à vous, au professeur Kissima Gakou. Alors, j'ai écouté les problèmes liés au recrutement et puis le fait que il y a des passe-droits, etc. Ben, écoutez, ça, est-ce qu'au Mali, ça c'est l'armée seulement, vous pensez? Ça, c'est pas l'armée, c'est toute la société qui est dans ce sillage-là. Et donc, l'armée ne peut pas être en dehors de la société. Maintenant, cela dit, je pense que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire, si les choses se font normalement, parce que c'est déjà beaucoup de choses que d'avoir cette loi d'orientation qui n'a jamais existé pratiquement, en tout cas que sur papier au Mali. Or, je disais au départ que la loi d'orientation militaire, ça s'appelle ailleurs le livre blanc. Et dans le livre blanc, qu'est-ce qu'on met? On identifie quelles sont les menaces spécifiques au pays, intrinsèques au pays. Et à sa géopolitique, dans la géopolitique où elle se situe, quels sont les risques et autres qui peuvent arriver. Donc, en fonction de ça, eh bien, qu'on va écrire toute la pensée stratégique appropriée à ce contexte. Et donc, un tel travail, il va de soi, implique aussi des hommes valeureux, des hommes qui viennent à ce métier par amour du pays et qui savent que leur contrat, c'est donner leur vie et qui sont prêts à tout faire pour ça. C'est donc sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce lundi. Je rappelle que nos invités étaient Al-Kaïdi Touré, le député ERD, membre de l'opposition, Mohamed Ould Sidi Mohamed, député RPM, donc la majorité, et le professeur Kissima Gakou, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Bamako et spécialiste des questions de défense et de sécurité. À la mise en onde, il y avait Firi Dambélé, la régie vidéo, Peting Diara, réalisation Ibrahima H. Diallo, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.